France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, un jour avec deux frères ce soir, ils sont palestiniens. Et comme hier soir, si vous êtes assidus en cette fin d'année 2024 éprouvante pour les familles des pays en guerre, nous avons voulu faire parler les fratries. Les frères et sœurs éloignés par la guerre, un corps double tourné vers leur pays et le récit intime de leur guerre. Mais chacun dans deux lieux différents. Nous étions donc en Ukraine hier avec Olga et Sacha. Cette fois, nous sommes en Palestine avec Karim et Fadi Katan. Pour eux, vous allez l'entendre, Noël a une saveur plutôt amère. L'un est écrivain, il est romancier, il vit en France. L'autre est cuisinier, c'est un chef réputé. Il vit à Bethléem où ils sont tous les deux ce soir. Bonsoir Karim et Fadi Katan. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous parler, de vous reparler. On l'avait fait déjà il y a quelques mois de ça. C'est depuis Bethléem que vous nous appelez, où vous vivez, donc vous Fadi, où vous vous êtes retrouvés pour les fêtes, j'imagine, Fadi Katan ? Oui, Karim est arrivé il y a quelques jours, et donc on se retrouve à Bethléem pour cette période de Noël. Qui est évidemment un endroit particulier pour cette période. Dites-nous où vous êtes et bêtement ce que vous voyez de la fenêtre. Alors, nous sommes actuellement dans le Wonder Cabinet, qui est un espace d'art qui a été ouvert il y a quelques années à Bethléem, et plus précisément dans la radio qui leur est associée, qui s'appelle Radio Al-Hara, qui est une radio de Bethléem. Par la fenêtre, on voit une charmante colonie israélienne, qui est la colonie de Aroma, qui est vraiment on la voit tout près, quoi. On voit les fenêtres. Elle a grandi depuis la dernière fois que j'étais là, donc elle est vraiment en face de nous. Elle détermine le paysage en face. Étant un peu plus âgé que Karim, de quelques années, pas trop, moi j'ai connu cet espace qui s'appelait Jabal Abournaim, qui était une forêt quand j'ai grandi. Et aujourd'hui, on voit une rangée de maisons uniformes sur un terrain volé en 94, si je ne me trompe pas, par les autorités israéliennes. Alors, Karim et Fadi Katan, à quelle fréquence vous parvenez à vous voir depuis le 7 octobre 2023, depuis que tout est plus difficile ? Est-ce que vous faites en sorte d'arriver à vous retrouver les deux frangins ? Comment vous faites ? Alors, faut quand même préciser que on fait partie des gens qui ont, par rapport à d'autres, quand même un peu plus de mobilité. On n'a pas besoin de visa pour aller en Europe, par exemple. Moi-même, comme vous l'avez dit, je vis en France. Donc, on a quand même accès par rapport à d'autres Palestiniens, à une certaine mobilité. Mais il n'empêche, quand nous sommes ici, on est entièrement sous le régime de la mobilité de l'occupation. Donc on se voit plutôt régulièrement. À Noël, ça c'est sûr. Ça, on essaye de faire ça de façon la plus régulière possible. Et déjà, on s'échange des messages tous les jours. Et puis, dès qu'on est plus ou moins dans une même zone géographique, on fait l'effort de se voir. Oui. Vous avez, justement, puisque vous le dites, Fadi, vous avez écrit 2 livres, chacun de votre côté cette année. Karim, vous avez écrit L'Éden à l'aube aux éditions Elisade. Et Fadi, vous venez de sortir Bethléem, 90 recettes familiales et traditionnelles de Palestine, puisque vous êtes un chef cuisinier. Et je trouve au fond qu'il y a un point commun dans vos 2 livres. Vous allez me dire si je me trompe. L'un est un roman, une histoire d'amour entre 2 Palestiniens. L'autre, c'est un livre de cuisine. Ils sont déconnectés l'un comme l'autre de la réalité palestinienne d'aujourd'hui, mais donnent justement à voir une réalité palestinienne, des vies palestiniennes, une normalité palestinienne même, qui échappe à l'actualité. Est-ce qu'à votre corps défendant, vos récits nous disent ça, en fait ? Pour ma part, mon livre, je l'ai écrit il y a plus de 2 ans et quelques, sans prendre de pincettes, donc j'ai pas évité les sujets de mon identité palestinienne. Il y a dans le livre un chapitre sur les terrains volés à ma famille en 48 à Jaffa par les Israéliens. Il y a un moment où je parle de Noël, justement, et je parle de ce mur de ségrégation qui est planté en plein milieu de ma ville et qui a déconnecté les villes jumeaux de Jérusalem et Bethléem en ce moment de Noël où, justement, le 24 décembre, c'est un moment fort où le patriarche catholique de Jérusalem vient à Bethléem et où nous, on a grandi avec cette procession qui se passe dans la ville. Aujourd'hui, il y a un mur en béton de 12 mètres de haut qui sépare non seulement Jérusalem de Bethléem, mais qui est en fait en Bethléem. J'évite pas ce genre de sujet dans mon livre et je vous avoue, ça a été très très difficile éthiquement de pouvoir accepter le fait que c'est un livre qui a été écrit
pour célébrer cette culture palestinienne, Mhm. où en réalité, il sort à un moment où notre plus grande crainte, ou du moins la mienne, est de voir disparaître ce qui est dans le livre. L'éditeur français a écrit quelques phrases qui me touchent énormément à chaque fois que je les vois, et une précaution au lecteur en disant peut-être que les personnes et les Mhm. lieux dans ce livre entre-temps auraient disparu à Exactement. cause de l'agression Il est israélienne. écrit certaines échoppes dont vous parlez, les lieux, les adresses et même les gens que l'on croise dans ce livre peut-être n'existent plus aujourd'hui. Et c'est vrai Voilà. que c'est une entrée en matière qui frappe au cœur, alors qu'on va parler de cuisine, on va parler de rassemblement, on va parler de famille, on va parler de tout ça à l'intérieur de votre ouvrage. Parce que c'est notre réalité, malheureusement. C'est une réalité qu'on ne peut pas dissocier. On peut pas dissocier famille, tradition, Noël. Je vous donne un exemple familial. On discutait avec Karim et avec le reste de la famille de peut-être aller faire une balade le 26 décembre dans des lieux où moi j'ai grandi avec mes grands-parents qui m'y emmenaient. Il y a eu une discussion qui est quand même complètement surréaliste de se dire mais est-ce que c'est sécurisé ou dangereux? Mhm. Est-ce qu'on peut être victime d'une horde de colons qui attaquent des Palestiniens pour aucune raison? Ou est-ce que on peut justement peut-être pratiquer un moment de 2-3 heures qui serait normalité? Normalité est un peu hors du temps. Karim Katan, un livre, effectivement, le vôtre aussi, c'est long. Vous l'avez commencé bien avant le 7 octobre 2023. Quand le 7 arrive, est-ce qu'on se dit ça n'a plus de sens ou est-ce qu'au contraire, on se dit ça a plus de sens que jamais? Alors justement, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, je vois ce que vous voulez dire par déconnecter, mais je pense que c'est pas véritablement le terme à utiliser, c'est-à-dire que c'est pas tant que c'est déconnecté de l'actualité, mais en fait tous les aspects de la vie d'une personne palestinienne sont régis par l'occupation, de la vie Mhm. à la mort et tout ce qu'il y a entre, et surtout l'intimité des personnes, Mhm. c'est-à-dire que puisqu'on parle, en l'occurrence dans mon livre, d'une histoire d'amour, en fait, on a besoin de toute façon de comprendre comment l'occupation s'installe dans le quotidien le plus infime. C'est la promenade, c'est-à-dire que l'occupation est là aussi. Elle n'est pas que dans ses aspects les plus monumentaux, c'est-à-dire qu'elle n'est pas que dans la monstrueuse colonie qu'on voit en face ou le mur d'apartheid, etc. Elle est dans le détail de l'intime. Et c'est là où elle est la plus forte, en fait. C'est là où elle est la plus sophistiquée. Et le livre, en effet, je me suis longuement posé la question, est-ce qu'il faut que je change le texte, que je le mette à jour pour refléter la situation actuelle? J'ai décidé que non. D'abord parce que le temps de la création et le temps du roman n'a pas à être celui de l'actualité. Donc je veux dire, j'ai mon écriture, disons, d'actualité, qui Mhm. serait plutôt typiquement les tribunes, et un autre temps, qui ne peut pas être inféodé, en fait, à la destruction qu'on nous inflige et à la violence qu'on nous inflige. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est important de le garder dans la temporalité du roman. Et Ce c'est qui est vrai. intéressant, c'est que des gens le lisent et parfois pensent qu'il a été écrit maintenant. Il y a, vous le Donc, on est dites, dans une continuité. Vous le dites, effectivement, il y a votre double, en quelque sorte, Karim Katan, même si évidemment c'est la même personne, celui qui est dans le temps de la création, celui qui écrit des romans. Et puis, il y a les tribunes que vous ne pouvez pas vous empêcher d'écrire, non seulement parce qu'on vous le demande, parce qu'on a envie de voix palestinienne, mais aussi parce qu'à l'intérieur de vous, il y a évidemment tant de choses qui se passent. On a l'impression que chacune des tribunes que vous écrivez, c'est une bouffée de colère. Et récemment, on vous a demandé comment vous aviez traversé 2024, et vous avez employé deux mots qui m'ont frappé. Vous avez dit hébété et éreinté. Ah, ouais, ça me semble, ça me semble assez juste, oui. C'est-à-dire à la fois complètement épuisé, puis épuisé aussi par ce que je vois souvent en France, qui est quand Mm. même bon, ça s'arrange, je trouve, en ce moment, mais pendant longtemps, ce qui pour moi a été une couverture médiatique, je généralise un peu, mais qui n'était pas à la hauteur de la situation. Et oui, hébété, parce que moi pour le coup, moi, je n'ai toujours pas pris la mesure de tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de nous arriver. Et je pense qu'on peut pas. Justement, à un moment, moi je ressens que le monde s'attend à ce que nous, Palestiniens, on ait les outils qu'il faut pour Hmm. pouvoir assumer, comprendre un génocide. Mais en réalité, on est humain comme tout le monde et moi
Moi, je suis toujours, quand je pense à Gaza, je pense à mes amis, à ma famille à Gaza. Je comprends pas. Par contre, les études dont Karim parle, pour moi, dans mon corps de métier, ce qui me fait rager, c'est tous ces chefs qui célèbrent le produit local, l'importance de sourcer responsable, durable, et qui n'ont pas dit un seul mot en 2 ans. Parce que pour moi, la lutte d'un fermier en France, c'est la même que celle d'un fermier en Palestine qui se fait assassiner à Sébaste il y a quelques semaines pendant sa cueillette d'olives. C'est la même. Et je comprends pas qu'on puisse encore célébrer des chefs qui vont pas être capables de prononcer un seul mot de condamnation à un massacre et surtout à voir que c'est un acte humain qui affame des milliers, en fait 2 millions de personnes à Gaza. On a parlé, Karim Katan, pour parler, on parle d'un cessez-le-feu à venir, après celui d'ailleurs du Liban, parce que ça aussi, ça a été l'année écoulée, sans trop savoir ce que ça veut dire. Est-ce que parler de l'après, est-ce qu'essayer d'imaginer un après est encore quelque chose qui vous semble impossible, hors de portée, voire indécent d'ailleurs? C'est compliqué de répondre à cette question à mon endroit, à moi. Je ne suis d'abord pas prophète et je suis pas non plus particulièrement politiste. Et donc, par rapport à cette question spécifiquement de l'après, moi, je fais surtout, acte de prudence. C'est-à-dire que je peux avoir mon opinion, elle est ce qu'elle est, mais je sais pas, j'ai pas assez d'éléments pour pouvoir penser l'après, en fait. Mais est-ce que ça veut dire, Karim Katan, est-ce que ça veut dire que 2025, vous y pensez ou que justement vous vous interdisez d'y penser? Ah oui, j'y pense avec grande angoisse. Parce que quelque chose qui s'est passé aussi cette dernière année, plus d'une année, c'est une partie de notre avenir, moi, il m'a semblé, a été, pour moi, hein, bien sûr, oblitérée. Donc oui, je pense à 2025, mais avec beaucoup de précautions et beaucoup d'angoisse. J'espère que des choses positives peuvent se passer, mais voilà, je peux pas m'avancer plus que ça, puisque justement, on est encore en train d'essayer de comprendre. C'est-à-dire ce que vous avez justement soulevé. Moi, je pense qu'en effet, Israël, en interdisant aux journalistes étrangers d'entrer à Gaza, et en sachant très bien que finalement, dans le régime un peu mondial, on croit toujours qu'à moitié les Palestiniens, donc les journalistes palestiniens qui, au péril de leur vie, puisque aussi se font massacrer à Gaza, nous apportent les informations. Bon, on les croit, les Européens ne les croient jamais tout à fait. Mais ce qui se passe aussi, c'est que du coup, l'iconographie générale, la narration de ce qui est en train de se passer à Gaza est empêchée en permanence. Et je pense que le travail qu'on doit faire, c'est aussi le travail de proposer, de mettre en œuvre cette iconographie pour créer une documentation de ce qui se passe. Fadi et Karim Katan, est-ce qu'on peut essayer de finir sur une note joyeuse? On est à Bethléem, on est le 24 décembre. Est-ce que le fameux gâteau de Teta Julia sera bientôt sur la table, Fadi Katan, ou pas? Il est fait tous les ans, donc je l'ai fait cette année, le 1er décembre. Il est bien au frais dans mon frigo et Karim et le reste de la famille goûteront au gâteau de Teta Julia, mais avec beaucoup de joie, mais avec aussi beaucoup de nostalgie, puisqu'elle nous manque énormément depuis son départ, et aussi beaucoup d'espoir, parce que je pense qu'une des choses que j'ai appris, moi, de Teta Julia, c'est de rester planté ici pour toujours, parce qu'on vient d'ici depuis toujours aussi. On a entendu vos deux interrogations, mais vos deux espoirs aussi. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il faut vous souhaiter pour 2025. En tout cas, le meilleur pour vous deux et pour votre famille, Fadi et Karim. La justice, c'est pas mal comme souhait. La justice, la lumière et beaucoup d'imagination pour, oui, un futur meilleur pour tout le monde, basé sur la justice. On garde ces trois-là. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, vraiment.
La suite, ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde en Écosse avec des homards et des saumons. Un vrai menu de fête largement produit en Écosse mais consommé ailleurs. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a sous les radars Xavier Demany. Oui, on parle d'un baron de la drogue de retour en Colombie après 20 ans de prison aux États-Unis. Le monde à 18h50, c'est Eric Biegala ce soir. L'Europe a-t-elle une chance de réaliser son autonomie stratégique en 2025 ? Certainement pas entièrement, mais elle en prendra le chemin. D'ailleurs, elle n'a plus le choix. Et avant l'investiture de Donald Trump, Hélène au pays des 50 États avec Hélène Chevalier. Salut Hélène. Bonsoir Fabienne, je vous emmène cette semaine à un spectacle lumineux organisé par des fans de Tesla, des amoureux de la tech mais aussi des écolos qui se retrouvent à rouler avec ce qui est en train de devenir un symbole trumpiste. Allez, à tout de suite les amis, restez avec nous. Le tour de la planète passe par Perpignan mais en anglais dans le texte avec les Liminianas, Prisoner of Beauty en playlist sur France Inter. Le reportage est en Écosse ce soir et vous allez voir passer votre réveillon ou le suivant. Langoustine, homard, saumon, mais aussi bœuf angus ou whisky, même autant de produits de luxe venus d'Écosse. Le plus grand exportateur de nourriture et de boissons de tout le Royaume-Uni. Mais le paradoxe, c'est que les Écossais ne consomment pas ce qu'ils produisent. Ils importent même ce qu'ils consomment, c'est-à-dire le bacon, les saucisses et le reste. Le reste, c'est surtout Thomas Arms qui nous le raconte. À 2 heures au nord d'Édimbourg, Lorraine McBay s'affaire avec ses frères devant des bacs pleins de homards. Ce crustacé très prisé se trouve très facilement près des côtes écossaises. De nombreux bateaux de pêcheurs en attrapent ici 10 kilos et certains jusqu'à 80 kilos. La famille McBay travaille avec une 50aine de pêcheurs et vend en gros les homards et crabes récoltés. Une infime partie est écoulée dans leur magasin, mais la majorité des homards part à l'exportation. Mon grand-père a été le premier à trouver un marché pour le homard. Ce qui était pêché allait à Londres et était exporté vers la France. La plupart de nos produits de la mer ont toujours été exportés. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, les Écossais ne mangent pas de crustacés. Je pense que ça tient beaucoup au manque de connaissances de comment les préparer. Les gens sont gênés, ils ne savent pas s'ils s'y prennent bien, ce qui est comestible et ce qui ne l'est pas. Avant, on mangeait plus de homards parce qu'ils venaient d'ici et que les pêcheurs en attrapaient et en ramenaient quelques-uns chez eux, mais le marketing en a fait un produit qui semble inaccessible. À 4 heures de route de là, à Gairloch, sur la côte ouest, Ian McWhinney poursuit la tradition familiale. Je suis un pêcheur, je descends d'une longue lignée de pêcheurs. On attrape entre autres des langoustines, des crabes ou du homard. Yann a commencé tôt, comme apprenti. J'ai passé mes 4 premières années sur un gros bateau de pêche. On attrapait beaucoup de poissons, des crustacés, beaucoup de poissons incroyables. Des lottes, des flétans
du haddock, du cabillaud, mais nous avions du roast beef chaque jour au déjeuner. Et même si les ancêtres de Ian McSweeney pêchaient depuis le XVe siècle et consommaient leur pêche, les modes alimentaires ont changé depuis. Au petit déjeuner, j'ai mangé une saucisse dans du pain. On mange très rarement des crustacés. On a des produits phénoménaux ici, mais le plat le plus populaire en Écosse, c'est sûrement le poulet tikka masala. Une des causes est la globalisation de l'offre de nourriture, selon Lindsay Middleton. Elle est historienne de l'alimentation en Écosse. Les produits d'ici ont une reconnaissance internationale. Mais les faux aliments, les aliments industriels qui nous viennent de la globalisation les ont remplacés. C'est ce qui fait qu'acheter et manger les produits locaux en Écosse est hors de prix et que ces produits sont exportés. Et puis, il y a la représentation imaginaire de l'Écosse. Depuis l'époque victorienne et les livres de Walter Scott, les gens recherchent l'identité écossaise romantique décrite dans ces livres. Peter Gilchrist est un peu l'ambassadeur de la cuisine écossaise. Il travaille sur son premier livre qui mêle recettes traditionnelles et histoire de la cuisine dans cette région. Quand on parle de nourriture écossaise, on a l'image d'un énorme haggis, une panse de brebis farcie. On pense aussi au saumon et au homard, mais c'est à peu près tout. Aucune nourriture de la classe ouvrière que tout le monde pourrait se permettre d'acheter n'est représentée de façon romantisée. Et donc, les générations passant, le savoir culinaire écossais ancien s'est perdu. Les gens de l'âge de ma mère et de ma grand-mère ont mangé beaucoup plus de fruits de mer dans leur alimentation. Mais ma mère ne m'a pas appris comment cuisiner les crustacés. Sans compter qu'à partir du moment où vous gagnez plus d'argent, vous avez tendance à vous distancier de ce que vous mangiez avant. Donc il y a eu une rupture dans la transmission de la tradition culinaire. Pour retrouver ce savoir et s'éloigner de la malbouffe, le Parlement écossais a voté il y a 2 ans un texte pour faire du pays une nation de la bonne alimentation. Et cela notamment grâce à l'éducation. Ce Good Food Act doit entrer en vigueur l'an prochain en Écosse. Thomas Arns depuis Aberdeen en Écosse pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Xavier Demany. Et Xavier, on commence en Colombie avec la libération d'un baron de la drogue. Fabio Ochao Vázquez, 67 ans, cofondateur du cartel de Medellín dans les années 70, avec Pablo Escobar, célèbre groupe criminel qui a tenu le trafic de cocaïne et semé la terreur dans la région jusqu'à la mort de son grand patron en 93. Vázquez a purgé une peine de plus de 20 ans de prison aux États-Unis. Il n'est pas poursuivi dans son pays et a donc été accueilli en homme libre à l'aéroport de Bogota. En 90, il s'était rendu à la justice colombienne dans le cadre d'un accord avec le gouvernement de l'époque. Libéré au bout de 6 ans, il avait de nouveau été arrêté en 99 avec une trentaine d'autres gros trafiquants, puis extradé et condamné à 30 ans de prison par la justice américaine, accusé d'avoir fait entrer dans le pays en moyenne 30 tonnes de cocaïne par mois. En Côte d'Ivoire, c'est son public qu'on entend là. Une femme chef a tenté de battre un record. Celui du plus long marathon de cuisine. Il doit être encore homologué par le fameux livre Guinness des records. Mais l'essentiel n'est pas là. Zeynab Bansé a atteint son objectif. 15 000 plats préparés pour des familles dans le besoin, distribués dans des centres sociaux et des hôpitaux d'Abidjan. Le tout en 5 jours, 10 heures, 30 minutes de cuisine sans s'arrêter. Elle était seule au fourneau avec seulement donc 5 minutes de pause chaque heure. Le précédent record a été établi sous les 5 jours. Son défi a généré un véritable enthousiasme en Côte d'Ivoire. Tout au long de son épreuve, elle a reçu le soutien du public sur place. Zeynab, tu ne dors pas, je ne dors pas, pouvait-on lire sur les t-shirts dans la foule. Elle a également eu la visite de célébrités ivoiriennes comme le groupe de musique Magic System. Zeynab Bansé a dédié son défi à la jeunesse de son pays et aux femmes cuisinières de profession encore trop peu reconnues. Et puis direction le Japon, Xavier, avec une drôle de surprise. Que feriez-vous si vous trouviez dans votre salon un ours confortablement blotti sous un plaid? C'est ce qui est arrivé à mes codes Netflix. C'est ce qui est arrivé à un sexagénaire japonais dans la région de Fukushima qui lui n'a pas dû rigoler. De retour du travail, il est tombé nez à nez avec l'animal de près d'1 mètre installé sous le kotatsu, sorte de table basse chauffée avec couverture intégrée. Allez voir sur internet, je connaissais pas. C'est assez fréquent pourtant dans les intérieurs japonais.
Il s'était aussi servi dans les provisions de nourriture de la maison. Le propriétaire a évidemment prévenu les autorités qui ont évacué les environs. On voit sur les images de la télé japonaise la maison sous la neige entourée de voitures de police. Il faut dire que ces confrontations humains-ours sont un problème récurrent au Japon. Les ours se rapprochent de plus en plus des villages à cause notamment du changement climatique. Le gouvernement a même assoupli les restrictions d'abattage. Après plusieurs tentatives pour l'effaroucher, l'ours a fini par être anesthésié, capturé avant d'être relâché dans ces montagnes enneigées. C'est quand même Noël. Voilà, boucle d'or revisitée au Japon. Xavier, merci beaucoup. Vous reviendrez demain. Des ours au chat, il n'y a qu'un pas, un gros pas. Vous partez avec Cat Power, She Belongs to Me. Elle est en concert au Royal Albert Hall à Londres. Elle rend hommage à Bob Dylan en rejoint un concert qu'il avait donné en 66 au même endroit. Première partie en acoustique comme lui, deuxième partie électrifiée comme lui. Merci à Thomas Langlin pour l'anecdote et à Djoubaka pour la programmation. Cat Power sur Inter. She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back. She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing proud to steal her anything she sees. You will start out standing proud to steal her anything she sees. But you'll wind up peeking through a keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. Cat Power, She Belongs to Me. Le Monde à 18h49 se partage toute cette semaine grâce à la rédaction internationale et c'est Eric Bégala ce soir. How dare you? The world has changed. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Le Monde à 18h50 avec les paris de la rédaction internationale. Que peut-on, que doit-on imaginer ou espérer pour l'année qui vient? Ce soir, cette question avec vous, Eric Bégala. L'Europe a-t-elle une chance de réaliser son autonomie stratégique? Certainement pas entièrement, dites-vous, mais elle en prend le chemin. D'ailleurs, elle n'a pas le choix. Oui, car 2025, c'est le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et avec lui, un très probable recentrage des États-Unis sur la défense de leur territoire et plus largement de leurs intérêts. Donald Trump a même évoqué la possibilité pour les États-Unis de sortir de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, laquelle, depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, est la principale alliance de défense des pays européens qui se sont, pour ainsi dire, largement, voire totalement rangés sous le parapluie militaire américain. Face aux forces soviétiques durant la guerre froide, face à une Russie particulièrement agressive depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022. Autant dire qu'actuellement, la défense de l'Europe est assurée essentiellement par les armes américaines. Un exemple, la défense anti-missile balistique de l'OTAN. Elle est le fait de batteries Aegis, système 100% américain, installé en Europe, 2 systèmes basés à terre, en Pologne et en Roumanie, 4 autres systèmes sur des frégates ou des destroyers américains basés en Espagne. Si les États-Unis devaient en 2025 mettre en sommeil leur participation à l'OTAN, c'est toute cette architecture de défense anti-missile qui se retrouve
trouve mise en question. Les Européens ont donc commencé à anticiper. À l'initiative de l'Allemagne, dès 2022, 22 pays européens, y compris des pays neutres, comme la Suisse ou l'Autriche, se sont ralliés à une initiative de bouclier du ciel européen qui envisage de se doter d'une défense antimissile balistique en s'équipant de systèmes alternatifs. L'Allemagne, par exemple, a déjà fait l'acquisition de batteries antimissiles israéliennes de type Arrow 3, un système particulièrement puissant et particulièrement cher. 3,5 milliards d'euros pièce. Mais l'Europe, Eric, l'Union européenne elle-même ne pourrait-elle pas organiser et financer une défense européenne ? Eh bien, pas directement. En vertu des traités qui régissent l'Union européenne, en effet, la politique de défense reste une prérogative nationale. C'est à chaque pays d'organiser sa défense et plus largement celle de l'Europe. En revanche, l'Union européenne, depuis 2021, encourage et finance l'industrie d'armement européen. Entre le Fonds de défense européen et les programmes ASAP ou EDIRPA, ce sont plus de 3,5 milliards d'euros qui ont été investis pour acheter des munitions, développer des engins nouveaux, par exemple des drones, ou des missiles longue portée, lesquels font cruellement défaut aux arsenaux européens. En 2025, probablement au printemps, le programme EDIP de l'UE, actuellement en négociation, devrait fusionner les programmes ASAP et EDIRPA et permettre incidemment aux Européens de prendre aussi les manettes du groupe de contact sur l'Ukraine, l'alliance des pays qui soutiennent Kiev et l'aident à s'armer pour contrer la Russie. Aujourd'hui, c'est encore le département de la défense américain qui est à la manœuvre sur ce chapitre jusqu'en janvier. Certains pays européens pourraient aussi déployer des forces en Ukraine en 2025 pour y garantir un éventuel cessez-le-feu, lequel reste à négocier. L'Europe serait donc en train de s'affranchir presque totalement des États-Unis ? Alors là-dessus, il ne faut sans doute pas imaginer trop loin. En clair, il ne faut pas rêver. La plupart des pays européens utilisent des systèmes d'armes américains, notamment pour les systèmes les plus sophistiqués, les avions de chasse par exemple, et que les États-Unis pourront toujours mettre le holà à l'utilisation de ces engins pour une cause qui ne conviendrait pas à la politique américaine. L'exemple des armes à longue portée pour l'Ukraine est là pour le rappeler. Françaises et Britanniques avaient depuis le printemps dernier annoncé qu'ils étaient tout à fait prêts à autoriser les Ukrainiens à tirer les missiles franco-britanniques Scalp, Storm Shadow sur le territoire russe. Les États-Unis ont fait blocage et pendant des mois, et pour une raison toute bête, certains des composants de ces missiles franco-britanniques de première génération étaient de facture ou de conception américaine et il était hors de question pour Washington qu'ils puissent frapper en territoire russe, la politique américaine l'interdisant. En Europe, seuls 2 pays disposent d'une véritable autonomie stratégique, la France et la Suède, qui conçoivent, fabriquent et utilisent pour leurs forces armées leurs propres engins et leurs propres armements, navires, avions, missiles, etc. Ce seraient les seuls, en fait, à pouvoir s'affranchir d'un veto américain. Les paris 2025 d'Éric Biégala, merci beaucoup. Le mardi, alors que l'investiture de Donald Trump arrive à grands pas, voici Hélène au pays des 50 États et Hélène Chevalier. France Inter. We are Americans. Et cette semaine, Hélène, nous partons avec vous à la rencontre de Joyce, propriétaire d'une Tesla dans le Maryland. Oui, si j'ai rencontré cette retraitée complètement fan de ces voitures électriques, c'est parce que je suis tombée il y a quelques semaines sur un article qui décrivait le désarroi de certains propriétaires de Tesla avec le soutien d'Elon Musk à Donald Trump et son influence grandissante auprès du futur président. La marque de voiture de l'homme le plus riche au monde est en train de devenir un symbole trumpiste, un peu comme la casquette rouge, et tout le monde ne l'assume pas forcément. Je me suis donc rendue à un spectacle de lumière de Noël organisé par le club Tesla du Maryland. Cela se passait sur un grand parking dans une zone commerciale de Bowie et c'est là que j'ai rencontré Joyce. Et je suis arrivée pile au moment où le club de passionnés faisait sa photo de groupe. Et ici, on ne dit pas cheese, mais derrière eux, presque 200 voitures électriques méticuleusement garées par leurs propriétaires, avec en première ligne les Cybertrucks, ces gros véhicules gris au design futuriste, assez particulier. On dirait un peu qu'ils ont été dessinés par un enfant, mais ne le dites pas à ce monsieur, très fier de tous les néons qu'il a ajoutés dessus. Je suis le premier à avoir fait ça sur la côte Est. Je m'approche d'un petit groupe pour comprendre ce qui va se passer. En gros, les voitures peuvent être synchronisées pour faire partie d'un grand spectacle de lumière. Ça, c'est David. Il y a donc un gars en Angleterre, son nom est... Non, en Norvège, et il s'appelle Simon. Et les précisions sont apportées par Joyce, sa femme. Et il écrit comme si le groupe était un orchestre.
Je résume, David. Toutes les voitures sont synchronisées entre elles. Chacune joue en quelque sorte un morceau de la partition lumineuse en fonction du modèle et de là où elles sont garées. Et tout cela grâce à un petit programme qu'il faut télécharger dans sa voiture via une clé USB. C'est une magnificence, vous allez voir. Tout cela a l'air assez fun. Je pars avec Joyce charger la clé USB dans sa voiture. J'apprends sur le chemin que le couple est passé à l'électrique il y a plus de 10 ans pour des raisons environnementales. D'ailleurs, Joyce a mis un autocollant sur son coffre. Il est écrit il n'y a pas de planète B. En d'autres termes, il faut prendre soin de la planète et c'était l'objectif principal de Tesla et d'Elon Musk. L'occasion est trop belle pour la lancer sur le multimilliardaire. En effet, depuis quelques semaines, un autre sticker fait beaucoup parler de lui. J'en ai vu pas mal collé à l'arrière de Tesla à Washington. Il est écrit dessus « Je l'ai acheté avant qu'Elon devienne fou, mais pour notre retraité, il faut en quelque sorte séparer l'homme de l'artiste. » Je pense qu'Elon Musk a fait des choses merveilleuses. Nous ne serions pas là où nous en sommes avec les voitures électriques dans le monde sans Elon Musk. Suis-je d'accord avec tout ce qu'il a fait, en particulier au cours de la dernière année? Pas tellement. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il fait là-dedans ou ce qu'il pense. Et concernant Tesla, ce n'est pas parce que j'achète une Tesla que je soutiens Elon Musk. Car Joyce digère mal son rapprochement avec le futur 47e président américain. Je n'ai pas voté pour. Je ne peux pas voir en peinture le gagnant de l'élection américaine. On va le dire comme ça. Bref, changeons de sujet. Il faut qu'on télécharge le petit logiciel si on veut que sa voiture participe au spectacle lumineux. L'occasion pour cette ancienne contrôleuse aérienne de me montrer l'éventail de ses gadgets. Et il y en a un qui l'a fait particulièrement marrer, c'est le Fart on Demand. Voyons voir si je peux vous montrer ça. Il y en a de différentes sortes dans une sélection de P. Waouh. Je ne m'attendais pas à ça, mais bon. Allez, un peu de sérieux, le compteur est enclenché, on sort de la voiture et on se positionne sur un talus. En attendant le début du spectacle, la conversation continue avec d'autres passionnés, plutôt amusés que leur marque de voiture devienne un emblème trumpiste. C'est un virage à 180 degrés. Quand les premières Tesla sont sorties, c'était pour les écolos. Et dans les zones rurales très républicaines, ils les attaquaient. Il y avait ce qu'on appelle les charbons roulants. Ils crachaient une épaisse fumée noire sur nos voitures. Je n'aurai pas le temps d'évoquer la chute des ventes de près de 7% de la marque en quelques mois. Difficile de dire si c'est un effet Trump, mais c'est une sacrée baisse alors que le marché de l'électrique est en pleine croissance aux États-Unis. Mais chut, le spectacle a commencé. Je vous décris un peu ce qui se passe. Pendant presque 5 minutes, les voitures font clignoter leurs phares, ouvrent leurs portes et même leurs coffres en rythme sur la musique. C'est assez impressionnant, effectivement. Légèrement flippant aussi de se dire que l'on peut faire tout ça à des voitures en toute autonomie. Mais je ne jouerai pas les troubles fêtes ce soir. Et je laisse Joyce tout à sa joie. Très joli. Merry Christmas! Aïe, aïe, aïe. À la fois féerique et totalement graveleux. Enfin, c'est assez inédit. Hélène au pays des 50 États. Hélène, merci. Joyeux Noël à vous. À la semaine prochaine. Au passage, je vous signale que la vidéo des guirlandes de Tesla, on la trouve sur le site de l'émission.